Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je suis Patrick Mandon et je parle un peu du Mbet, bien que je ne parle pas sans couramment. Ma cour habite ans. J'ai eu la chance et le privilège d'être un élève de Tirandon Toutoum, et Arthur qui est là, qui est son fils, peut vous dire que j'étais chez lui presque tous les soirs à étudier ce dont vous ne voulez pas parler, le côté ésotérique du Mbet. Dans mes recherches personnelles, ce que je fais, je suis un maître d'arts martiaux, un 5e dan de Kung Fu. Mon école c'est Tan Long Bojong Karaté. C'est un Kung Fu vietnamien. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un aspect qu'on n'a pas trop abordé ici, c'est le fait que le Mbet a une culture qui absorbe, qui est totale. Avec le Mbet, on peut absorber n'importe quelle culture. Donc, dans mes recherches, en tant que militaire, parce qu'un homme de l'art, art martial, c'est comme l'armée. Tout à fait. En tant que militaire, ce qui m'intéressait, moi, c'est la puissance. Donc, le Mbet m'a permis de comprendre la culture des autres, mais de rester moi-même. Et c'est important, parce que ce qui se passe, c'est que si vous étudiez même les cultures qui viennent de l'Occident, de l'Orient et autres, vous remarquez que le Mbet est beaucoup plus riche. Ouais, ce qui veut dire que, tout en étant élève chez les autres, j'étais quand même leur grand-père. Je défie quiconque de me défier. Voilà. Je vous dis là, c'est la vérité. Je n'ai jamais vu quelqu'un, bon, par exemple, un maître vous montre un mouvement. Sur le mouvement, il vous dit de créer 2 sorties. Moi, je crée 16 sorties. Non, parce que le Mbet permet de comprendre toute culture. C'est-à-dire que si vraiment le Mbet est en vous, le Mbet n'est pas séquencé, comme l'a dit Madame. Non, je parle du récit. Oui, oui. Le Mbet n'est pas. C'est une sorte de chaos. J'ai entendu ça, et c'est vrai. Mais avec ce chaos, on peut donner un ordre à toute chose. Parce qu'à la base de la création, c'est le chaos. Donc une personne qui se laisse emporter, parce que là, il ne faut pas essayer de contrôler, comme l'occidental veut faire. Par sa science, on pile tout, on ne contrôle rien. On se laisse emporter. D'ailleurs, en Asie, on avait dit que la méditation, c'est comme un fleuve tellement impétueux qu'on ne peut pas y naviguer. Ou comme un cheval tellement fougueux qu'on ne peut pas le monter, ou comme une maîtresse tellement jalouse qu'on ne peut pas la tromper. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on essaye de contrôler la vie, on ne contrôle plus rien. Et le seul moyen de contrôler réellement le Mbet ou la vie, c'est de se laisser contrôler. Simplement. Tout à fait. Merci. Merci, maître. Je conclure ce moment là. Vous passez. Non, Patrick, quand j'ai parlé de séquencer, c'est du lanvet, c'est-à-dire le récit. C'est-à-dire pour que les gens comprennent les différentes articulations du récit, il y a le récit lui-même, ensuite il y a le chant, ensuite il y a le soliloque. Si les gens n'arrivent pas à faire cette différence-là, ils ne peuvent pas suivre. C'est pourquoi ils se perdent en disant c'est un long fleuve fluide, mais pour la compréhension des gens, il faut montrer quand il y a le récit, le corps du récit, c'est-à-dire l'histoire que le poète raconte, quand il y a les interludes, quand il chante avec l'auditoire, et quand il parle de lui-même et de ses rapports à l'art, ce sont ses lamentos, c'est les soliloques. C'est pourquoi je parle de séquencer. Parce que si tu n'expliques pas ça aux gens, c'est rébarbatif en disant oui, c'est trop mélangé, il y a des digressions, j'arrive pas, il y a les proverbes, tout est mélangé. En effet, Tirandon a dit que le Mbet est un art total. Musique, parole, tout y est dedans. Donc on ne peut pas séquencer le Mbet, c'est seulement le récit qu'on explique pour que ça soit bien perçu par les gens en disant là maintenant c'est l'histoire qui est racontée. Là, le poète chante, et là, le poète fait des lamentos. Et quand le récit reprend, tu sais que là, c'était un lamento, là, le récit lui-même reprend maintenant. C'est ça qui gêne beaucoup de gens quand ils écoutent le Mbet. Et il fallait bien leur expliquer ça. Voilà. Oui, Monseigneur. Bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Monseigneur Mbetele.
Donc, un Betty et Ton. oui, je suis cela. On a Firkara. Mon nom, vous pouvez imaginer, en Eton, on dit le B, c'est le B. Donc, je suis vraiment le maître. Mon nom, c'est le BTB. Alors, il y a quelque chose. Ce que nous faisons est très important. Je parle sous le contrôle de Patrick. Je ne crois pas beaucoup de prêtres et de pasteurs sont passés dans les médias. Ils disent même que notre tradition, c'est du satanisme. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi qui vous parle là, j'ai été appelé juste le jour de mes 30 ans. J'étais administrateur, directeur général de société et j'ai été appelé par les ancêtres. Et j'ai suivi mes initiations. Et après, les ancêtres m'ont dit d'aller à l'église. J'ai repris les études théologiques jusqu'à être prêtre et enfin sacré évêque. Et ce qu'on fait ici aujourd'hui, ce n'est pas, c'est le temps, c'est la saison, c'est le moment. Et nous travaillons dessus depuis des années avec Patrick, et tout le monde, Madame Mbon, et tout le monde. Alors, nous devons savoir, comme a dit Patrick tout à l'heure, qu'il était le grand-père. Et c'est nous qui avons engendré toute la civilisation. Et nous devons reprendre le flambeau pour montrer ce qui était et ce qui est. Nous devons sortir de ce que j'entends là qu'on discute, les Occidentaux ont amené ceci. Donc, quand vous êtes le père, est-ce que vous discutez? Est-ce qu'on discute la paternité? Non. Elle ne se discute pas. Nous devons nous lever et montrer le chemin. Comme dans le catholicisme c'est aussi la totalité. L'autre expression de la catholicité, c'est la totalité. L'universalité. Aussi. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils parlent beaucoup plus d'universalité. Mais c'est la totalité, le catholicisme, ou la catholicité. Donc, bien aimé, ce que nous pouvons dire, c'est que Il faut maintenant conclure. Oui, rapidement, s'il vous plaît, rapidement. Ah oui. Il y avait une main de femme là. Oui. C'était le cas, je me demande, dans chaque société initiatique, on a ce qu'on appelle les gardiens du temple. Alors, ma question est de savoir, est-ce qu'il y a des gardiens du temple au Veille au Gabon? Alors, je leur dis pourquoi. Si oui, pourquoi certains non-initiés au Veille se permettent de compter au Veille, comme vous le disiez tout à l'heure? Ma première question. Qu'est-ce qui fait en sorte que des personnes non initiées se mettent à compter publiquement au Veille? Est-ce que c'est autorisé? Ça, c'est ma question. Si oui, que font les gardiens du temple Veille s'ils existent? Tout à fait. La deuxième question est la suivante. Alors, tout à l'heure, vous dites qu'à l'époque, le grand Veille était composé des gens qui étaient initiés, soit comme l'âne, aussi, etc. Et actuellement, c'est plus le cas. N'importe qui peut arriver, il prend un compteur, il prend des baguettes, il se met à les taper. Alors, est-ce qu'on n'est pas là aussi en train de perdre petit à petit? En fait, si tel est que nous sommes en train d'avancer dans une société où les valeurs culturelles sont en train de se perdre, est-ce qu'on n'est pas aussi là en train de perdre petit à petit? Est-ce qu'on n'est pas en train de disparaître aussi? Parce que, comme vous le dites si bien, c'était les initiés qui étaient invités à taper les cymbales autour du compteur. Donc ça, c'était ma troisième question. Merci. Oui. Bah justement, tout ce que vous dites là est totalement vrai, dans la mesure où tous les ordres initiatiques que j'ai rappelés tout à l'heure, le Melan, le Sceau, le Sis, le Ngui, le Mevou pour les femmes ont disparu. Très peu, il reste très peu de Biri. Très peu. Un petit peu
de Ngui, si je vous dis où se trouve le Ngui actuellement, vous allez sauter au plafond. Donc, si justement les non-initiés se permettent de jouer du Mvet, parce que justement cet aéropage qui étaient les conservateurs, les gardiens du temple, n'existe plus. Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai déploré tout à l'heure, que les diseurs de Mvet sont livrés à eux-mêmes. Qui est là pour contrôler ce qu'ils disent? Madame Angèle, est-ce que les gardiens du temple ne sont pas une sorte d'esprit? Parce que beaucoup de personnes qui disent le Mvet et qui n'ont pas été autorisés peuvent même mourir. Mais ils ne savent pas. Je l'ai dit avant que vous n'arriviez, je l'ai dit avec des mots très légers en disant le Mvet a des interdits concernant le temps de l'initiation, concernant l'espace de l'initiation, le temps de l'énonciation, l'espace de l'énonciation, le costume du diseur de Mvet. Ces trois choses-là ne sont pas gratuites. Et le fait de bafouer cela, ça les expose. C'est pourquoi j'ai dit, ils sont étonnés aujourd'hui ce qui leur arrive, mais je l'ai dit de manière feutrée. Je ne sais pas si j'aurais dû... Il y a des interdits qui sont liés à la profération, qu'il faut conserver sous peine d'avoir des choses. Moi, je ne peux pas parler plus. Ceux qui ont les oreilles ont entendu. Donc les valeurs se perdent, cela est évident. Parmi vous tous là, il y a combien qui sont initiés au Béri? C'est qui? Vous êtes initiés au sceau? Alors comment voulez-vous que les valeurs ne se perdent pas, puisque vous, à partir des 6, on initiait les jeunes à les 6, au sceau au sortir de l'adolescence. Même les circoncisions, on faisait les circoncisions chez nous comme chez les Bakota. Qui peut encore aujourd'hui circoncire son enfant à 15 ans ou à 18 ans? S'il vous plaît, excusez-moi. Oui. Excusez-moi, je me présente, je m'appelle Elaba Amonou Daguila. Je suis de tradition Toumou, je suis du village Kou, de la tribu d'Enganken. J'habite dans la région des États océans qu'on appelle Bitam, dans la vallée du Mutem. Alors, moi, j'ai eu ce qu'on appelle une révélation. Parce qu'apparemment, je vois qu'il y a un grand débat entre voilà, c'est sacré, c'est pas sacré, on ne doit pas dire ceci, on ne doit pas faire ceci. Moi, j'ai eu une révélation. J'étais un enfant complètement hip-hop, vous connaissez le hip-hop. Voilà, c'est-à-dire que je ne connaissais rien de mon village. Pour moi, c'était la sorcellerie. Alors, lorsque j'ai reçu ma révélation, je reçois ma révélation étant déjà un artiste, un poète confirmé. Et lorsque je reçois ma révélation, je ne comprends rien. Je me dis que peut-être c'est mon imagination qui joue avec moi. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que je retourne au village, je m'en vais voir mon père. J'ai dit à papa, quel est le nom de mon père, de mon grand-père? Quel est le nom de mon arrière-grand-père? Il me donne, il s'arrête à la violence. Et il me dit, tu as travaillé tout ça. J'ai dit non, en fait, c'est parce que j'ai des visions, j'ai des trucs dans ma tête qui tournent, et j'aimerais même se faire initier. Il me dit, oh non, j'ai l'impression que toi, tu viens de trop de livres. Voilà, c'est ça. Alors, moi, comme ça. Je te donne une mission. C'est de pouvoir parler de ce que j'ai dans ma tête à tout le monde. Parce que je me suis rendu compte que c'est une raison universelle. La première fois que j'ai vu quelqu'un qui parle la même chose qui est dans ma tête, c'est cet homme. À la télé, lors d'une émission, livre machin. Ensuite, j'ai pu rencontrer M. Ngopumba et ainsi de suite, j'ai rencontré un peu tout le monde. C'est pourquoi je suis venu, j'ai arrêté de faire du rap. Moi, le rap, c'est pas pour nous. Je me suis dit, je vais devenir conteur. Et il y a aussi le slam qui m'a plu. Alors, ma véritable intervention ici, je voulais la faire poétique, comme je l'ai fait hier. Alors, permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Allez-y. Hein? Non, j'ai la voix qui porte assez. D'accord. Peut-être qu'il a déjà travaillé la voix. Hein. Vous savez que pour les joueurs de tête, on travaille la voix. Voilà la révélation. Que la parole se répande, qu'elle se répande rapidement comme les flammes d'un feu que le vent attise. Bienvenue. Bienvenue à Ngonzo-Momba, dans le sud-ouest continental. Le monde où pousse l'arbre à l'arbre de la connaissance et de la magie.
C'est l'olivier dressé à l'horizon que toutes les nations regardent. Explore et observe la grâce d'Oba, lieu de pèlerinage où l'on va à la rencontre de soi-même pour connaître les vertus du roc, du marteau et du fer. Enfermé donc dans un haut fourneau en lime pour jauger la vibration de la corde de force en Kongu, Aka, Antofeya, le grand chef à Komamba, en dessous de Ndalinguba, la maison des mystères à Urozoko, pays des immortels. Oui, le grand chef a lui enfermé son pays dans un rideau de roc métallifère inaccessible à la mort. Ici se mêlent tradition et high-tech et se révèlent les rites et les mythes de Mbot en tant que circuit éducatif. Mais Mbot est une invite à l'élévation, l'amorce de la transcendance. Absolument. Aussi, 4 grandes périodes, à l'instar des 4 grandes époques de notre histoire, expriment l'activité de mon peuple et de son art. Mais celle-ci est millénaire. Ndende, Mokor, Oba, Ngo. Voici pour vous, pauvres mortels, l'hymne de la dynastie Mboekana. Chef et la barbe, on doit dire. Je suis donc fils d'Akomamba. Akomamba, fils de Mbevini. Mbevini, fils de Vinekan. Et Vinekan, fils de Kana. Et Kana, fils de Note. Oui, Note, qu'on appelle Manamongo, la fin de tambour. Note est fils d'Otsezam. Otsezam, fils de Zamola. Zamola, fils de Lakara. Olakara, fils de Karamobo. Le guide messianique, frère de Zamegemobo, le Nyangwanomobo, le Zondondon et le Karamobo. Tous fils de mon père. Mon père, fils de mon père Zokomo. Mon père Zokomo, fils de Zokomomba. Zokomomba, fils de Mbambo. Mbambo, lui-même, fils de Mbo. Ainsi. Devenus immortels, les phonos, descendants des Kana, un être puissant et belliqueux, provoque des montées de vapeur à la peuplade de Puy. Au Puy, le pays des mortels, sous le joug de mon sommel, et qu'ils ont depuis la cosmogonie. Voici une fois de plus la déchéance de toute une nation en crise d'identité. Les hommes de cette contrée ont maintes fois affronté, mais cela sans succès, le chef des armées et de la sécurité d'Ngonzo, le tout-puissant Mbouando. Et ces deux sbires, deux acolytes, de Toumoufou, le chef Angoine, à l'image de Mandambolo, le premier des effrontés, père des Zamandans, la panthère féroce, Tira Komombo, Tira Komomba, là toujours lui à ses côtés, et Tounebou est donc le suprême écran-major par excellence, le héros a avant tout le monde compris la science de l'œuf d'or en surpoids, une science jalousement conservée par le légendaire sorcier Angumbo de Sud. Dit-on qu'il était avec Dieu pour la création du monde. C'est lui qui portait en surpoids le sac de sagesse. Aux jeunes héros et quand d'aujourd'hui, apprenez à écouter le chant du vautour palmiste, apprendre comme le tambour de la tortue. Oh, oula, yeah! Yeah! Voilà l'héritage. L'héritage, la transmission est passée. La transmission est assurée. Non, nous allons continuer là-bas. Il y a une autre conférence. Il y a une autre conférence, ça va commencer. Vous poserez les questions là-bas. À ce moment, voilà. Oui, bon, vas-y, vraiment, tu insistes. Ah oui, mais c'est Galbert lui-même, Aka. Yewamin. On ne peut pas sortir d'une bonne réunion comme celle-ci sans quand même qu'on nous dise quelque chose. C'est faut dire. Parce que c'est de ce genre de réunion que nous aussi nous pouvons pouvoir dire ce que nous connaissons sur la question. Tout à fait. Afin que les jeunes s'en imprègnent et qu'ils en sachent leur usage. Les questions qui m'intéressent sont des questions purement techniques, même si de temps en temps on peut se gratter les questions les plus subtiles. Toute une histoire, l'instrument que nos pères appellent aujourd'hui une photoïo, a une histoire. Et l'histoire de cet instrument, je me réjouis que vous dites aujourd'hui qu'en Égypte, on ait pu retrouver un instrument similaire. Marfout. C'est que c'est un instrument du monde. C'est que les épopées ne nous mentent pas. Non, jamais. Parce que ce que je sais est que le dernier
grand diseur de vêtements, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui une vête, enfant de Mela, qui aurait vécu dans la région de l'Itabo, un Essardo, jouait d'un genre de cet instrument qu'il appelait Insamatba. Moyumongil. Est-ce que c'était un genre? Est-ce que c'était un rythme? Mais ce que nous savons, c'est que, à la mort de cette dernière, le Moyumongil a disparu. On ne le pratiquait plus. Ensuite va arriver Eli et Barret Minton, un lawyer, qui va initier un certain nombre de personnes et qui va perpétuer le rituel de l'oignon. En fait, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas tant le vêt en tant qu'instrument, parce que pour que le savoir se transmette, il faut qu'il y ait un rituel, il faut qu'il y ait un rite initiatique, mais qui jusqu'à aujourd'hui est foncièrement occulté. Heureusement. Lorsque nous disons vêt oignon. Heureusement. Lorsque nous disons vêt oignon, ça voudrait dire mot à mot l'instrument à cordes qui est usité dans le rituel de oignon. L'oignon est donc la geste. Mais donc personne n'en parle. Mais comment veut-on développer un savoir lorsque la geste elle-même, les codes du savoir, est complètement oubliée? C'est là l'une de mes interrogations. L'oignon est le rituel. C'est ce à quoi on s'initie. On ne peut pas s'initier en vêt, parce que dans le bas des femmes, le mot vêt, quelle que soit l'explication qu'on veut en faire, le mot vêt nous renvoie à instrument à cordes. Ok. Instrument à cordes. Il y a eu autant d'instruments. Le Ntamataba est un vêt. Le Ndong est un vêt. Les Kakira est un vêt. Même le fameux Ngoma est un vêt. Voilà, c'est ça. Ce ne sont que des vêt. Mais chaque vêt est usité dans un rituel précis. C'est comme ça qu'on ne peut pas jouer du Ngoma pendant une cérémonie de Oyon, même si ce sont les deux qui existent. Si. Je suis désolée. Ceux qui ont tenté ont peut-être fait des miracles, mais ça a été formé à un diable. C'est comme ça qu'on peut jouer le Ndong, par exemple, dans l'Oyon. Donc il est important de savoir que chaque instrument, chaque orthophone est utilisé dans un rituel précis. Et que lorsque nous disons l'oignon, nous voulons dire le cordophone qui est utilisé dans l'oignon. Et que ce cordophone-là a un nom. Il a un nom. Alors, je vous invite à écouter les bandes de Très et Mondon. Oui. Je l'écoute. Oui, j'en ai plein. Vous pouvez écouter et il vous dira, lorsque Eberhard Victor reçoit sa révélation de par sa mère, sa mère lui dit, voilà l'instrument que je t'apporte, le vêt oignon. Tu vas fabriquer un instrument appelé Mbezam. D'ailleurs, les têtes de Tcherno vous dira, l'instrument tire son nom du matériel dans lequel il est fabriqué. Il ne va pas plus loin. Alors, le Nzam, dont vous avez fait allusion en parler franc, le Nzam était un nom générique pour désigner l'ensemble des palmiers raffiables. On a Assaf, on a Nzam, et on a Anzum,
Enzyme. Et c'est l'enzyme qui est utilisée pour la fabrication du cordophone Ngwezam. Le Ngwezam, c'est-à-dire le rachis Ngwezam, enzyme. Il est important que les jeunes l'apprennent parce que l'un lui a dit comment faire pour devenir, pour perpétuer la tradition. Il qu'il sache qu'il faudrait qu'il ait longtemps vote, qui est en fait une situation de prédisposition. Non pas d'inspiration, de prédisposition. N'importe qui n'a pas longtemps vote. Et aujourd'hui, il y a l'handicap du temps vote. C'est pourquoi certains jeunes, à l'absence des maîtres initiateurs, à l'absence des transmetteurs de l'Oyon, les jeunes qui ont le temps vote vont transgresser la règle, ils vont jouer en public. Parce que le temps vote lui prédispose à la possibilité de dire le vote, de dire l'Oyon. Et il accompagne des maîtres qui l'observent pendant un certain temps, et ensuite il se donne la liberté de s'exhiber en public. Or que tout ça a des interdits. Je peux m'arrêter. Merci. Parce qu'on a carrément amplifié. Hein. Non, s'il vous plaît, je crois que là on va arrêter. L'instrument a été le paragraphe sur l'instrument a été complété par Galbert, qui est un styliste du MVET. Il vous a montré sa grande science dans ce domaine-là. Nous devons le remercier ici. Et effectivement, tout ce qu'il a dit est parfaitement juste. Et des gens ont essayé de jouer le MVET avec l'ongoma. L'ongoma a été utilisé. C'est une harpe aussi. En fait, c'est même l'instrument qui donne le nom aux épopées. Et cela est déjà prouvé. Dans les autres parties du monde, les épopées portent le nom des instruments. Si vous allez chez les Japonais, le haïku, c'est le nom d'un instrument. Dans plusieurs parties du monde, il est coutumier que les instruments donnent leur nom aux épopées. Cela est parfaitement juste. Un ton enfant, ça veut dire l'épée, le sabre. Donc quand on dit une tombe, c'est l'épée, c'est-à-dire la direction, la verticalité. Donc c'est pour donner le nom en français, une tombe. Et je crois que tout le monde est là. Les jeunes doivent savoir, tout le monde est là. Quand un jeune a des prédispositions aux belles lettres, ça c'est le bon français. Quand les enfants, on va dire, parce que s'il se met à dire du MVET sans une formation, il risque des choses. Voilà. Il risque des choses parce que il va aller bousculer des sonorités, des vibrations, comme parle Benga. Hein? Galbert. Il va aller bousculer des énergies, des vibrations et sans savoir les maîtriser. Je ne parle pas d'ésotérisme, mais ça c'est Patrick qui connaît ce domaine-là. Moi je ne connais pas. Et il va aller bousculer des ondes, des vibrations, des sonorités, des énergies. Après, il va payer ça très cher. On va dire, oh, le MVET. Voilà. Donc, je crois que s'il vous plaît, il y a une séance dans 5 minutes. Nous pouvons nous arrêter là. Ce qu'il y a, c'est que vraiment, nous tenons à remercier notre partenaire, l'Institut français, de nous avoir donné l'occasion de se retrouver et de faire l'exégèse du MVET. Merci infiniment.